N'avez-vous pas l'impression que les titres de séjour qu'on leur donne sont des titres de séjour en carton permettant justement de maintenir toute cette population ici et qu'elle ne débarque pas justement à Charles de Gaulle? Mais justement, c'est sur ça que nos parlementaires devraient peut-être jouer. Quand on nous dit que 50% de notre population est issue de l'immigration, et nous savons très bien qu'il y a plus de 100 000 titres de séjour qui circulent sur le territoire. La majorité des titres de séjour sur le territoire ne donnent pas accès à un emploi à ces personnes-là, et même si on leur donne accès à un emploi, il n'y a pas les métiers, il n'y a pas assez d'offres pour permettre à toutes les personnes de s'insérer. Bonjour Monsieur Eliasser Manrofou, merci d'avoir accepté notre invitation à venir participer à cette émission qui s'appelle Politics, qui traite de l'actualité des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques de notre territoire. Vous étiez travailleur social. Quel est aujourd'hui votre sentiment s'agissant de l'opération Wabunchu? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et mes salutations à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, l'opération Wabunchu, je peux pas le prendre que sur mon prisme de travailleur social, mais aussi en tant que politique. Dans un premier temps, je pense que sur le plan politique, c'est une nécessité pour le territoire de mettre en application cette opération Wabunchu parce qu'il y a besoin de reconquérir le foncier qui appartient en grande partie aux collectivités pour reconstruire des grandes opérations d'envergure pour le territoire. Aujourd'hui, on ne peut pas construire du logement pour toutes les personnes qui sont dans le besoin si on ne récupère pas d'abord le foncier qui est en grande majorité occupé par justement tous ces bidonvilles, donc c'est une nécessité. Sur le deuxième prisme qui est celui de travailleur social, je pense concrètement que cette opération qui est d'abord militaire à oublier les facettes sociales de cette opération, parce qu'on a l'impression que dans 2 mois, dans 2 ou 3 mois, quand les militaires sont repartis, il va falloir que le département, qui est chef de file de l'action sociale, gère cette opération sur le plan social et les retombées, parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de personnes et une précarité sur le territoire qui va s'accentuer, et beaucoup de personnes qui seront dans la nécessité d'être mises à l'abri, alors que nous connaissons tous les déficits sociaux sur notre territoire. Justement, votre groupe, le Choix des Mahorais, est dans l'opposition au conseil départemental. Est-ce que ces sujets ont été abordés pour imaginer la suite après cet été, s'agissant de cette opération? À mon grand désespoir, on a voté en séance plénière une motion qui dit que tous les conseils départementaux acceptent et soutiennent cette opération Wabunchu. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a jamais eu d'échange au préalable, en tout cas, en assemblée réunie avec tous les conseillers, pour qu'on puisse concrètement discuter des tenants et des aboutissants. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que le département, qui est le premier propriétaire foncier du territoire, a du foncier occupé sur des projets de bidonville, sans qu'il y ait des opérations. Là, je trouve qu'il y a déjà un manquement. Dans un second temps, le département chef de file de l'action sociale, avec des familles d'accueil qui accueillent déjà plus de 7 enfants, alors que la législation nous dit qu'il faut 3 enfants par famille d'accueil, on est déjà surchargé. Aujourd'hui, on met en place une opération qui va forcément laisser des enfants à la rue, sans qu'il y ait une dotation spécifique de l'État ou des mesures spécifiques pour accompagner ce qui va se passer après cette opération. Votre groupe a-t-il proposé justement des solutions ou des pistes de réflexion? Bien sûr qu'il y a des pistes de réflexion qui ont été proposées, notamment sur l'application de la loi Taubira, où on permettrait aux enfants qui sont insérés sur le territoire de partir sur un temps limité à La Réunion ou en métropole, le temps d'un hébergement, pour préparer aussi le retour s'il y a une nécessité, mais aussi de faire en sorte que toutes les personnes qui sont expulsées, parce que moi c'est comme ça que je le pense, les personnes qui sont expulsées partent avec leurs enfants. Parce qu'on ne peut pas faire partir des parents en laissant des enfants sur le territoire. On sait très bien que beaucoup de personnes partiront en pensant revenir dans un second temps, sauf qu'il y aura un large temps où les enfants seront laissés tout seuls. Et ça fait partie des choses qu'on a proposées, ou accentuer en tout cas les évaluations sociaux qui seront mises en place pour permettre à toutes les personnes qui seront dans l'obligation de partir avec leurs enfants. Votre première option, qui serait celle d'envoyer ces enfants à La Réunion ou peut-être même en métropole, est-ce que ça ne vous rappelle pas des heures terribles, par exemple, des enfants de la Creuse, les enfants réunionnais qui ont été retirés en fait de leur famille et envoyés sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas? Et la seconde, votre deuxième proposition, qui est celle de renvoyer les parents avec leurs enfants, n'est-ce pas contraire au droit national et international? Aucunement. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut sur un territoire. On ne peut pas expulser des parents en laissant leurs enfants sur ce territoire.
Ce n'est pas du tout contraire au droit international parce que ce sont des personnes qui ne sont pas soumises à la réglementation sur le droit d'asile. C'est pas la même réglementation. Quand des personnes ont un refus de séjour sur un territoire, bien entendu qu'ils doivent partir avec leurs enfants. Maintenant, la vraie problématique de cette opération, c'est qu'il n'y a aucune coopération qui est mise en place de l'autre côté pour permettre à toutes les personnes qui sont dans l'hésitation de partir chez eux, d'avoir une stabilité de l'autre côté. Je pense que tout l'argent qui a été mis en place par les services français de l'autre côté de l'île, que ce soit aux Comores ou à Madagascar, et à un moment donné, il y a besoin que cet argent qui est mis en place dans la coopération régionale soit investi dans des mesures pour accompagner les volontaires qui sont ici à partir s'installer. Peut-être qu'on verra une différence dans cette histoire de coopération, parce que moi j'ai l'impression qu'on est dans une coopération régionale forcée où il y a pas de réel lien, et puis on s'occupe de choses qui n'ont pas forcément d'impact sur notre territoire. Donc il y a des mesures qui peuvent être mises en place. Et pour votre première intervention, je dirais, il ne faut pas voir ça comme une déportation, mais il faut voir ça comme une seconde chance. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois pour certains enfants. On va pas sélectionner tous les enfants, mais il y a énormément de jeunes ici qui sont dans une démarche d'insertion, alors qu'ici on sait très bien que quand on est un enfant issu de l'immigration avec un titre de séjour, peut-être qui ne permet pas de bénéficier de certaines offres de formation, parce que on est sur un droit commun qui n'est pas encore complet, alors qu'à La Réunion ou en métropole, avec juste un titre de séjour, on peut accéder à certains métiers qui sont à forte tension, donc les métiers du bâtiment, de la route, etc. Il y a toute une panoplie de métiers qui sont en tension en métropole, qui ne sont pas accessibles ici. Et moi, je pense clairement que les ninis, tout ce qu'on ne peut ni envoyer, ni faire rester concrètement, et qu'on met dans une prison à ciel ouvert à Mayotte, parce que ils ne sont là, mais ils n'ont accès à rien, ben ceux-là, on peut les accompagner dans des procédures d'insertion, et puis, une fois qu'ils deviendront adultes, c'est des choix qui leur appartiendra de revenir ou de continuer leur vie ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que ces enfants pourraient avoir plus d'opportunités potentiellement en allant en hexagone. N'avez-vous pas l'impression que les titres de séjour qu'on leur donne sont des titres de séjour en carton permettant justement de maintenir toute cette population ici et qu'elle ne débarque pas justement à Charles de Gaulle? Mais justement, c'est sur ça que nos parlementaires devrait peut-être jouer. Quand on nous dit que 50% de notre population est issue de l'immigration, et nous savons très bien qu'il y a plus de 100 000 titres de séjour qui circulent sur le territoire. La majorité des titres de séjour sur le territoire ne donnent pas accès à un emploi à ces personnes-là, et même si on leur donne accès à un emploi, il n'y a pas les métiers, il n'y a pas assez d'offres pour permettre à toutes les personnes de s'insérer. Moi, j'ai vécu une expérience similaire en métropole, où j'ai une société, je connais une société de transport routier, qui va jusqu'au Sénégal, dans les pays francophones, en tout cas sur le territoire africain, pour recruter des personnes francophones. Alors moi, j'ai échangé avec eux pendant longtemps et on a demandé à ce que ces structures comme cela viennent ici, parce que nous avons des jeunes avec des titres de séjour sur le territoire qui ne leur permettent pas de travailler, mais qu'on a accompagné dans des processus d'éducation. Il y en a qui sont aussi diplômés sur le territoire. Et moi, je pense qu'on a un public qui est très adaptable, parce que qui connaît, maîtrise la langue française et les codes de notre territoire, qui peut être adapté à ces métiers en tension, que ce soit dans la santé, dans l'aide à la personne en métropole, dans le transport, dans le bâtiment, où il y a énormément de métiers en tension, et nous avons le public pour ça. Moi, c'est sur ça que je dis, on peut accompagner en tout cas les jeunes qui sont ici, qui ne sont ni expulsables ni régularisables sur le territoire, mais ça, c'est un lobbying qui doit être fait par nos parlementaires pour en tout cas éliminer ou faire en sorte que le titre de séjour délivré sur notre territoire ne soit pas un titre qui emprisonne les gens uniquement sur le territoire. Vous êtes vice-président en charge de la politique de la ville et de l'économie sociale et solidaire. Que vous inspire la destruction de ces bidonvilles quand on sait qu'il s'agit de la population la plus précaire de notre territoire? Alors, effectivement, il s'agit de la population la plus précaire. À un moment donné, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il y a besoin de commencer quelque part. Et en tant qu'élu en charge de la politique de la ville, je reprécise bien, la politique de la ville, ce sont des contrats qui ont été signés sur certains quartiers dits prioritaires, notamment Gombani, Kaweni, toute la partie d'Oujani, pour prendre l'exemple que de Mamoudzou, ou même la Petite Terre au niveau de la Vigie. Ce sont des territoires spécifiques où on rencontre le plus de difficultés, où il y a la population qui cumule le plus de difficultés sociales, où on décide de mettre en place des programmes, notamment de soutien à la vie associative, d'amélioration de l'habitat ou de pas mal d'actions, dans l'idée d'accompagner cette population à rehausser un peu le niveau.
Oui, toujours est-il que si nous ne commençons pas par détruire certains bidonvilles, on ne pourra jamais rien faire parce que tous les jours, on voit ces quartiers-là, on observe tous ces quartiers-là, on est tous sur ce territoire, tous les jours, on observe ces quartiers-là qui grandissent. À un moment donné, il va falloir dire stop, commencer des projets structurants et on ne peut pas structurer le territoire s'il n'y a pas de reconquête foncière. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Casser des œufs ou casser des vies, est-ce pareil? C'est une métaphore, c'est pas la même chose. Il faut pas dénaturer mes propos. Ce n'est pas casser des vies. Moi, je pars du principe que une personne qui vit dans des conditions de précarité extrêmes, à un moment donné, il va falloir dire stop. Je suis persuadé que toutes ces personnes qui vont être délogées ou qui sont dans l'obligation de quitter leur banga parce que on les oblige aujourd'hui à retrouver un niveau de vie beaucoup plus stable, on leur offre en tout cas une perspective d'avenir. Je pense que même ces personnes-là ne sont pas contre cette opération. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un retard tellement structurel sur le territoire qu'on ne sait pas quoi faire de ces populations-là pendant cette phase de transition. Et c'est peut-être sur ça qu'on doit travailler. N'avez-vous pas l'impression, justement, qu'il y a un manque de préparation dans cette opération Wambushu, en ne tenant pas compte de la réaction tout à fait envisageable et probable du président Azali, qui est celle aujourd'hui de refuser à ce que les bateaux accostent? Alors, moi, je n'aime pas commenter les décisions de souveraineté d'un pays. Il faut savoir que les Comores sont un pays souverain. Ils peuvent prendre des décisions qui leur appartiennent. La difficulté que moi je trouve dans la relation entre la France et les Comores, c'est que Mayotte a impacté directement dans les décisions qui sont prises entre le Quai d'Orsay et Moroni. Sauf que les élus locaux mahorais n'ont jamais été impliqués réellement dans ces plateformes de décision. Il existe un comité national franco-comorien qui a été à un moment donné présidé par le député Kamardine. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ça en est, on ne connaît pas les décisions qui sont prises au sein de cette plateforme de décision, mais toujours est-il, j'ai envie de croire que le Quai d'Orsay a les moyens en tout cas d'accompagner le gouvernement comorien vers la raison et faire en tout cas partir ceux qui doivent partir. Quel rôle joue votre groupe dans l'opposition au conseil départemental? Un rôle très important. Vous savez, on est dans une assemblée de 26 hommes et femmes, où seulement 18 personnes sont au sein de la majorité. Et notre rôle à nous, c'est d'être le garde-fou des décisions qui sont prises au sein de l'assemblée. On présente des éléments qui sont travaillés ensuite dans les différentes commissions pour que ça devienne des vrais projets. Mais c'est vrai que quand on est dans l'opposition, le vrai rôle, c'est d'être aux aguets, d'être un garde-fou pour la population et pour les autres élus. Vous êtes tout de même minoritaire au conseil départemental. Est-ce que vous avez véritablement l'impression qu'on vous écoute ou que vos propositions peuvent servir à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? On a vu des propositions qui ont été faites, qui n'ont été pas prises en compte dans l'immédiat, mais qu'ensuite ont été travaillées par la majorité parce qu'on avait fait des propositions. Moi, j'ai envie de croire que nous travaillons pour les Mahorais. Moi, par exemple, j'ai été élu sur le canton 2 de Mamoudzou, une population d'à peu près 25 000 habitants, sur mon canton uniquement, et moi, je travaille d'abord pour ces personnes-là. J'ai envie de croire que le président du département et la majorité départementale est assez bienveillante pour savoir qu'il travaille pour tout le département et pas uniquement pour certains territoires du département. Pourtant, il semblerait que vos relations ne soient pas au beau fixe avec le président du conseil départemental. Il n'y a pas besoin d'avoir des bonnes relations pour travailler en bonne intelligence avec les personnes. Moi, je travaille en bonne intelligence avec le président du département parce que j'ai été élu, je le répète, par les habitants du canton 2 de Mamoudzou, entre Doujani et Cavani. Et aujourd'hui, les priorités de mon mandat étaient de faire réouvrir le centre médico-social, ce qui est en cours, de faire en sorte que les travaux enfin du gymnase de Cavani puissent être accompagnés jusqu'au bout, ce qui est déjà en cours à un moment donné, de revitaliser le territoire, et il y a des projets d'envergure qui sont en train d'être mis en place. Donc j'estime que le travail est fait. Maintenant, il n'y a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble. Votre jeunesse est-elle votre plus grande force dans ce milieu? J'ai envie de croire que non. Ça fait partie de mes forces, mais ce n'est pas tout. Moi, j'ai envie aujourd'hui de me présenter et que les gens me connaissent aussi par mes compétences. Pas parce que je suis que jeune, je ne suis pas que jeune. J'ai envie de croire que je suis aussi quelqu'un de compétent. J'ai envie de croire que je suis quelqu'un de bienveillant. Et j'ai envie de croire que les gens qui m'ont choisi ont vu en moi d'autres compétences qui ne sont pas que celui de la jeunesse. Faut-il avoir du handabou, comme dirait un certain homme politique, handabou avec ses aînés, pour qu'en politique, on avance? Il faut avoir du handabou dans la vie tout court. Mais dans la politique, moi j'estime
que la politique, c'est comme un ring. Quand on est dans un ring, il n'y a pas d'âge. On peut être dans un ring et se battre contre une personne qui a 60 ans, qui a 70 ans, et à la fin du gang, on revient, on se respecte. Mais à un moment donné, quand on fait de la politique, il faut à un moment donné savoir dire les choses haut et fort aux personnes qui doivent les entendre. Beaucoup de jeunes diplômés hésitent à rentrer à Mayotte. Vous avez fait ce choix. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire, j'ai été président de Prem, et dans une des actions que je mettais en place, c'était de travailler sur la réinsertion de nos diplômés qui sont en métropole, qui hésitent à venir. Et donc, on a eu énormément d'échanges avec les jeunes, parce que moi, quand j'avais fini mes études, j'avais comme ambition d'aller m'installer au Québec, hein, donc je voulais m'installer là-bas. J'ai fait l'expérience d'aller voir, et puis je me suis dit qu'à un moment donné, on a besoin d'apporter notre pierre à l'édifice au développement de notre territoire. Moi, je dis à toutes les personnes qui veulent venir, c'est très compliqué dans un premier temps, mais on a des choses à faire ici, on a une place à prendre, et notre territoire ne se développera pas sans nous. On vous voit beaucoup dans les soirées mahoraises, monsieur le conseiller. Un homme politique devrait-il faire ça? Pourquoi un homme politique ne devrait pas sortir avec ses amis? Un homme politique ne devrait pas aller au restaurant avec ses amis? Moi, je suis relativement jeune, j'ai envie de croire que je suis encore jeune. J'ai encore des amis de ma génération, de mon âge, qui sortent encore avec moi, où on arrive à passer du bon temps. Et puis, moi, j'ai envie de croire que c'est pas parce qu'en 2 ans, j'ai changé de statut, que j'ai été élu conseil municipal, conseil communautaire et départemental, que je dois tout de suite me voir plus haut que les autres. Moi, j'ai envie de garder cette proximité avec les gens qui m'ont élu. Effectivement, j'ai envie de croire que les gens avec qui je suis en boîte ou au restaurant, en soirée, ce sont les gens qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Vous étiez très investi auprès de la jeunesse en proposant par exemple des cours de préparation au bac avec l'association Prem, et aussi vous l'étiez également dans le monde sportif. Que vous inspire la décision du conseil départemental de couper les subventions accordées aux clubs sportifs mahorais? Une grande déception, mais je l'ai fait savoir en tout cas au sein de la dernière assemblée qui s'est tenue au département. Une grande déception parce que nous sommes sur un territoire où le sport, la vie sportive, est peut-être aujourd'hui le moteur, en tout cas ce qui permet au territoire de ne pas s'enflammer, ce qui permet au territoire de vivre d'une manière différente, parce que tous les jeunes se retrouvent autour de différentes manifestations sportives. Aujourd'hui, quand vous savez que le sport, la vie sportive locale n'est pas structurée comme dans les autres territoires, ici c'est uniquement du bénévolat, et ces 2 millions de départements qui sont mis à disposition des nombreuses associations sportives du département représentent une somme conséquente peut-être pour des personnes lambda, mais ce sont des sommes dérisoires pour les structures. Ce sont quand même des montants autour de 10-20 000 euros qui permettent de payer les arbitres, qui permettent de payer les déplacements des uns des autres. Et c'est vrai que en enlevant justement cette subvention, on déséquilibre complètement la vie des clubs, et c'est une décision que nous trouvons dommage. D'autant plus qu'elle n'a jamais été discutée à l'Assemblée réunie, où la majorité nous a imposé cette décision que nous ne comprenons pas et que nous ne soutenons pas. Toujours est-il que le président du département se présente comme le président des Jeux, qui porte fortement cette ambition d'organiser les Jeux des îles en 2027. Et il faut savoir que nous sommes sur une année de Jeux, cette année en 2023 à Madagascar. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que on y va pour viser avec cet objectif d'avoir des médailles, sauf que sur ce laps de temps où nous devons mettre les bonnes conditions pour préparer nos sportifs, eh bien nous les dénaturons, nous leur enlevons la subvention, et moi ma crainte c'est qu'on puisse participer aux Jeux bien entendu, parce que ça nous fera des beaux voyages, mais qu'on finisse bon dernier parce qu'on n'a pas été bien préparé. Nous savons que le département donne au pays hôte, au pays organisateur de l'événement des Jeux des îles, 800 000 euros comme droit d'entrée. C'est ce que le département paye. Que pourrions-nous faire d'intelligent avec ces 800 000 euros pour le monde sportif mahorais? Ben déjà pour les 800 000 euros, moi je pense que nous avons un territoire très complexe en termes de déplacement, parce que on a des championnats qui sont sur tout le territoire. Les 800 000 euros, de manière très claire, moi je les ai remis à disposition des clubs pour permettre à chaque club qui a des enfants d'avoir accès à un transport pour emmener les enfants, que ce soit au nord de l'île, au sud de l'île, ou en petit terre, pour permettre en tout cas aux enfants d'être mobiles. On se rend compte réellement que quand on est dirigeant sportif, on a l'obligation de mettre à disposition sa voiture pour amener des jeunes à des matchs, et c'est vraiment complexe. Donc aujourd'hui, on a besoin que les clubs puissent avoir des petits minibus pour amener les jeunes, et ces 800 000 euros, moi je les aurais mis dans une enveloppe comme celle-là. Quelle est votre chanson préférée? Alors moi j'ai plusieurs chansons préférées. J'ai une chanson préférée en shimaoré,
j'ai une chanson préférée en anglais, j'en ai une préférée en français. Donc, mais si vraiment je devais en choisir une, ce serait celle de R. Kelly, I Believe I Can Fly, parce que je l'ai écoutée pendant longtemps quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est une chanson qui m'a permis de m'envoler. Vous nous chantez un extrait? Je suis très mauvais, j'ai la voix qui porte pas très bien, je suis très mauvais. Il fallait venir me voir au karaoké chez Cousin hier soir. Voilà. Oh mon Dieu. Eliassir Manrouf a 8 ans, il est où et il rêve de quoi? À 8 ans, je jouais encore à Mtsapel Mtsangan, là où Laurent Blais a pris place aujourd'hui. Je joue encore là. À 8 ans, j'étais scolarisé à l'école primaire d'Odoujani. Et je rêvais de devenir sportif professionnel. Dans quel domaine? Dans le football, bien sûr. Malheureusement, ce rêve a laissé place à autre chose et j'étais quand même quelqu'un de très investi au niveau scolaire parce qu'il faut savoir que pendant cette génération, nous on était encore la génération de l'examen d'entrée en sixième. Hein. Moi je me suis retrouvé expulsé au collège de Doujani pendant les premières années en 1994 à l'âge de 10 ans. C'était une période très compliquée de ma vie parce que j'étais tout petit parmi des grands. Et ça a été une période très complexe à gérer, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Qu'avez-vous fait pour être expulsé de l'école? Je me sentais pas à ma place pendant un temps, et puis on fait tous des conneries, et puis le plus important, c'est de savoir comment se relever. Trouver sa place dans une famille de 26 enfants, est-ce difficile? Non, moi je l'avais jamais vécu comme ça, vous savez, on est dans une culture mahoraise, où on a vécu en famille très nombreuse. Moi je suis issu d'une fratrie très large paternelle, et d'une fratrie maternelle de 8 enfants, où je n'ai jamais eu de difficulté à trouver ma place. Mais c'est vrai que quand on se base sur un modèle de fonctionnement métropolitain européen, on peut penser que c'est complexe, mais aujourd'hui j'ai la chance de voir tous mes frères et sœurs confondus, hein, parce que moi je fais pas la différence entre des demi-frères et des demi-sœurs. J'ai la chance de voir tous mes frères et sœurs insérés dans des vies professionnelles stables, et je pense que nos parents n'en sont que heureux de ça. La famille, est-ce le gage d'une stabilité mentale et émotionnelle? Bien entendu, bien entendu. Et c'est important de protéger sa famille. Merci beaucoup pour cet échange, monsieur le conseiller départemental. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. À très bientôt. À très vite.